Bienvenue à la deuxième édition de la Readers and Translators Week Online. Du 23 au 27 juillet 2025, vivez des moments inoubliables autour de la relecture et la traduction en rapport avec l'intelligence artificielle. Voilà. Bonjour chers internautes. Bonjour chers internautes et bienvenue à cette seconde édition de la semaine des lecteurs et traducteurs en ligne organisée par Acolyte et Ghost Universe. Nous serons en compagnie de Merveille Divine Bumba depuis le Congo-Brazzaville et Dominique Nitelap depuis Bafoussam, je crois. Pauline Ngono qui va nous rejoindre depuis Yaoundé, Serge Ngondo de Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, vous nous aiderez, bienvenue chers panélistes. Bonjour Dominique. Bonjour Padre, bonjour à Bonjour tous ceux Serge, qui nous écoutent. vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien Padre. Bonjour Serge. Bonjour Padre. Voilà. Bienvenue à vous. Vous nous aiderez à réfléchir justement sur comment promouvoir la littérature à l'aide des intelligences artificielles. Donc, vous allez commencer par vous présenter. Je commence par Dominique. Les internautes aimeraient bien savoir quelle est cette personne qui se cache derrière ce sourire que tu affiches très souvent. Qui est Dominique Nitelapa? Qu'est-ce que tu fais? Dominique? Dominique, est-ce que tu m'entends? Bon, je vais passer Serge, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Je te passe la parole, est-ce que tu peux te présenter? Tu es le seul gentilhomme au milieu de ces dames qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Ok. Que peux-tu nous dire de Moi, toi? Oui. alors, je me présente, Serge Oui. Gondo Dumondé. Je suis enseignant de français au lycée. À la suite, je suis écrivain. Ma dernière publication est sortie récemment au Salon international du livre. Donc, voici l'exemplaire de ma dernière publication qui s'intitule Rouge Nuage. Voilà. C'est un recueil de poèmes. Voilà. Oui. Qui est sorti récemment au Salon international du livre. Et le titre, c'est quoi? Du fait, Rouge Nuage. Rouge Nuage. Rouge Nuage. Ok. Rouge Nuage. Rouge Nuage. Voilà. Oui. Et Oui, c'est bon. à la suite, à côté de cela, je fais la promotion de la littérature sur ma page littéraire qui est dénommée le Club des littéraires. Voilà. J'ai fait des vidéos, je fais la promotion des auteurs, que ce soit africains, que ce soit français et autres. Voilà. Voici un peu ce qui résume Demandez Gondo Serge. Voilà. En quelques mots. Voilà, merci beaucoup. Dominique, tu nous as rejoint. Qu'est-ce que tu peux dire sur toi, Dominique? Je travaille dans le domaine de la communication. Je suis assistante aux communications à la Route des Chefferies, qui est une organisation Alors, culturelle. Serge, s'il te plaît, arrête ton micro, parce que je n'ai pas la commande ici. Ok. Voilà, Dominique. Donc, je travaille avec la Route des Chefferies, qui est une organisation culturelle qui promeut le patrimoine et la culture depuis une vingtaine d'années. Je suis également voix off, maîtresse de cérémonie. J'ai coécrit l'anthologie africaine de la nouvelle C'est l'Afrique, qui a paru aux éditions Seguima en 2023.
Je suis également auteur d'un recueil de poèmes qui est en cours d'édition. Donc, je suis dans le monde de la communication et de la littérature en général. Voilà. Merci. Alors, nous accueillerons les autres qui seront là. Qu'est-ce que je peux dire de moi Je suis chargé de modérer ces échanges. Je suis Jean-Pierre Noël Batoum, prêtre de l'Église catholique romaine depuis bientôt 34 ans. Bibliste de formation, c'est-à-dire que je scrute les Écritures. Je suis psychothérapeute. Je suis féru de la littérature. Depuis quelque temps, je suis passé de la lecture simplement à l'écriture avec un recueil de poèmes Yani. Et puis, bienvenue à Pauline Ongono. J'ai en édition un recueil de nouvelles, je ne pourrais pas en dire plus. Voilà, je m'exerce à l'écriture. Et c'est un plaisir de pouvoir coordonner ces échanges avec vous. Alors, nous saluons l'arrivée de Pauline Ongono. Nous étions à la phase de présentation. Pauline, bonjour et bienvenue. Bonjour Padre, bonjour Serge, Dominique, Merveille et toutes les personnes qui nous suivent depuis mercredi. Voilà, nous attendons encore Merveille. Merveille, est-ce qu'elle est là? Bonjour Merveille. Merveille est là. En attendant Merveille, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, Pauline, s'il te plaît, pour te présenter? C'est vrai que ça c'est un exercice. Et qu'est-ce que tu fais? Padre, mais je vais essayer. Bien, donc je suis de formation bibliothécaire et archiviste. Et je m'exerce aussi à la relecture, à la transcription. Je suis scénariste, je suis communicatrice littéraire, ce qu'on appelle généralement promotrice littéraire, la présidente de Acolyte et plein d'autres choses en fait que je fais. Voilà, voilà. Alors, moi, je te définis comme la femme très discrète mais très active. Et je voulais que tu lèves un peu un pan de voile sur toi, mais tu l'as fait et tu auras l'occasion de le faire encore. Bonjour, Merveille. Merveille divine, elle est avec nous. Bon, en attendant, nous allons entrer dans le vif du sujet. J'étais en train de parler sans s'en rendre compte. Ton téléphone est coupé aussi, je sais pas. Alors, non, vous gérez vous-même vos micros parce que je n'en ai pas la possibilité ici. Lorsque nous parlez pas, vous éteignez le micro. Merveille, tu peux ouvrir ton micro et puis nous t'écoutons. Merveille? Parce que moi, je ne peux pas aller là où ils sont en train d'arranger leurs problèmes. Là. Une petite dette seulement dans le mar. Bon. En attendant qu'elle nous rejoigne, Serge, que penses-tu de l'IA et comment pourrais-tu la définir ou la décrire, l'intelligence artificielle? En quelques mots. Tu ouvres ton micro, Serge, s'il te plaît. Tu m'as entendu? Oui. Que penses-tu de l'IA? Comment peux-tu la décrire? Je crois que concernant l'IA, on peut penser que c'est un outil qui permet à tracer l'avancée de la technologie et je peux la définir comme étant un outil qui vise à essayer de reproduire les activités humaines, plus ou moins, de façon simple. Voilà, c'est un outil qui vise à reproduire quelques activités humaines, ou même des activités humaines, en quelque sorte. Voilà, qui vise à reproduire les activités humaines. Oui. Merci. Dominique, la même question, qu'est-ce que tu peux en dire, s'il te plaît? Je pense que l'intelligence artificielle, c'est un outil... Tu peux éteindre ton micro.
s'il te plaît, C'est un outil pour qui a qu'on puisse été entendre. Dominique, Oui, Padre. Donc, je pense que l'intelligence artificielle, c'est un outil qui a été inventé pour faciliter, pour assister l'homme dans la réalisation de certaines tâches, notamment dans le domaine professionnel. Et je pense également qu'il a été mal perçu et mal conçu par certaines personnes qui l'utilisent aujourd'hui, qui le placent aujourd'hui sur un piédestal où il n'est plus que l'homme, plus que ce que l'homme peut proposer. Je crois que c'est un outil qui a été créé pour assister l'homme, mais qui a été mal perçu finalement. voilà, créé pour assister l'homme, mais qui a tendance à être élevé au même niveau, sinon au-dessus de l'homme. Pauline, Oui. que peux-tu nous dire? Ta perception de Oui, l'IA. Padre. Oui, Serge et Dominique ont déjà donné plein d'éléments. Mais bon, juste pour ajouter, il faut juste dire que l'IA, aujourd'hui, on parle de l'IA parce que elle est déjà très médiatisée avec tout ce qu'il y a comme technologie. Elle est médiatisée et effectivement, les gens l'utilisent à bon ou mauvais escient. Maintenant, quand on parle d'IA, l'IA, c'est pas seulement en littérature. L'IA, c'est dans plusieurs domaines. Et il faut dire que bon, elle a ses bons, tout comme elle a ses mauvais aspects, on va dire comme ça, des aspects mauvais parce que l'utilisation des êtres humains, ça c'est vrai, mais ce n'est pas une mauvaise chose, tout comme Google n'a jamais été une mauvaise chose pour nous. L'IA en temps normal n'est pas une mauvaise chose, ça dépend juste de comment on l'utilise, ça dépend de l'honnêteté qu'on pose quand on l'utilise. Voilà ce que je peux dire pour un début. Voilà, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Alors, mais Serge, en tant que professeur, enseignant de français, en tant que promoteur littéraire, dans ton domaine, est-ce que tu as déjà eu à faire usage de l'IA? En quoi ça t'a aidé? Je crois, puisque dans le domaine de la littérature, je suis beaucoup porté vers la conception des vidéos qui sont relatives à la littérature. Donc, c'est une fois j'ai eu à créer un contenu qui essayait de retracer l'histoire de la littérature française au XVIIe siècle. Et j'avais un outil qui m'a permis de faire cela, mais en quelques secondes, quoi. Donc, c'est pour dire que, en réalité, l'IA, on peut l'utiliser pour plus ou moins essayer de promouvoir la littérature dans son ensemble. Mais, alors, excuse-moi, lorsque tu as l'usage de l'IA, Serge, oui, oui. Est-ce que tu as été satisfait lorsque tu as fait usage de l'IA dans ce cas précis? Dans ce cas précis, je crois que ils sont pas rentrés en détail. Voilà, ils sont pas rentrés en détail. Ils ont donné par quelques okay. Tu as pu glaner quelque chose. Oui. Vous dites? Oui. Vous pouvez répondre la question? Oui. Ok. Non, oui. C'est bon. Merci. Non, tu as répondu à la question. Tu as répondu à la question. Okay. C'était juste pour te relancer. Dominique, quelle est ton expérience à toi? Et est-ce que tu as été satisfait de l'usage de l'IA? Bon, j'utilise l'intelligence artificielle régulièrement dans le cadre... Dominique, tu es avec nous? Oui, Padre. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. J'utilise généralement, régulièrement l'intelligence artificielle Dominique, dans le cadre... ton micro. Là, vous m'entendez? Moi, j'entends. Ok. Ok, donc je disais que j'utilise régulièrement l'intelligence artificielle dans le cadre de mon travail. Je suis par exemple amenée à faire beaucoup de maintenant, oui. À rédiger des rapports. Et bon, parfois quand j'ai rédigé le rapport et qu'il n'est pas bien élaboré, je peux demander... C'est bon. Ok, je peux demander à l'IA
d'ordonner ou bien de classer point par point. Donc, à ce niveau, il y a des spécificités et après, je peux arranger selon comment je veux que ce soit. Donc, j'insiste encore sur l'aspect assistance, la fonction assistance de l'IA. Ce n'est pas pour produire un travail fini, mais pour nous aider parfois à accomplir certaines tâches précises. Je crois qu'on a un problème de connexion avec Padre. Oui, j'ai l'impression. Donc, Dominique, tu disais que tu utilises l'IA pour rédiger des rapports, c'est ça? Oui, ben, enfin, pour arranger, pour finaliser les rapports, oui. Bon, j'ai envie de te poser une question. Comme on dit chez nous, il y avait quoi avant? Comment tu travaillais avant? Quelle est la différence qu'il y a aujourd'hui entre utiliser les IA et voilà et avant en fait? En fait, l'IA, c'est un peu comme un facilitateur. Là, avant, les rapports que je rédige, parfois, c'est souvent plus de 10 pages. Et là, quand les points ne sont pas ordonnés, vu que je suis obligée de prendre les notes pendant que les gens parlent, quand les points ne sont pas ordonnés, ça me permet de mieux agencer les choses et de passer à autre chose. Donc, ça m'aide dans ce sens-là. Et je trouve que ce n'est pas mal. Voilà, merci. Et Pauline, ton expérience à toi de l'IA? Ah, j'ai une expérience un peu grande parce que depuis l'année passée, notamment le début d'année passée, que je m'intéresse à l'intelligence artificielle dans nos différentes pratiques, surtout en littérature. Bon, en tant que promotrice littéraire, déjà, c'est quelque chose que j'utilise fréquemment. Déjà, simplement avec le Canva Pro. On va dire que Canva Pro n'est pas une IA en tant que telle, mais c'est le cas, vu que je fais des visuels en longueur de semaine. Donc, c'est une belle expérience dans ce cas-là. Maintenant, Alors, comme je l'ai dit au départ, oui, Padre. Vous m'entendez bien, j'espère. Je suis audible. C'est difficile. Bien. OK. Ouais. OK. Donc, je disais que voilà, j'utilise les outils de conception de contenu visuel, on va dire comme ça, donc les images et tout ça là, des petites vidéos que je fais en longueur de temps. Jusqu'ici, ça va. Je n'ai pas encore eu le courage de pousser, comme je vois certaines choses sur Internet là, je n'ai pas encore eu le courage là, parce que je ne sais pas comment je justifierai ça après. Euh, c'est pour ça qu'on dit que l'un des problèmes avec l'intelligence artificielle, c'est justement de rester figé, de faire comme tout le monde. Parce que mine de rien, les gens ont encore besoin de chaleur. Donc moi, je l'utilise seulement en tant que promotrice littéraire, pas en tant que relectrice, non, pas du tout. Mais en tant que communicatrice littéraire, j'utilise l'IA en longueur de jour. Voilà, alors, sur ce point, je reste avec toi. Est-ce que l'IA pourrait devenir une concurrente dans la promotion littéraire ou plutôt un obstacle? Concurrente ou obstacle dans le cadre de la promotion littéraire? L'IA, c'est l'être humain qui utilise l'IA, mine de rien. Un robot ne se lèvera jamais seul pour faire des choses. C'est l'être humain qui programme la machine, qui demande à la machine de faire un X ou un Y. De nos jours, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a déjà des IA qui proposent même des posts des réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous avez un truc à faire, ils vous proposent un post pour promouvoir un livre. Il y a déjà des IA qui le font. Maintenant, est-ce que quand il le fait, elle le fait, est-ce qu'elle propose réellement ce qui va valoriser le livre, ce qui va vraiment parler du livre en question? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Donc, être une concurrente, je ne pense pas. Je pense qu'il faut s'arrimer avec son temps et qu'il faut faire des choses de manière honnête. Utiliser une IA pour la promotion littéraire, c'est très bien, dans la mesure où il faut faire créer des contenus et autres. Mais s'il faut arriver à un point où on ne peut plus écrire un simple post pour valoriser un livre, là, il y aura un souci. Là, c'est de la paresse. Et je me demande quand on dit, bon, d'accord, c'est vrai que ça permet de dire, oui, Padre. Oui, alors, l'IA ne sera pas une concurrente, elle ne peut pas être aussi un obstacle.
Ou bien tout dépend uniquement de l'usage que l'être humain fait? Tout dépend de l'usage, effectivement, parce que si vous l'utilisez mal, vous resterez figé. Là, ce sera un obstacle, effectivement. Imaginez un instant, il y a des IA qui utilisent, il y a des IA qui produisent des critiques littéraires sur des livres. Elle me reçoit Imaginez, déjà qu'on dit que la critique littéraire est, on va dire, objective, entre guillemets, mais c'est faux. Déjà, l'œil est subjectif de nature. Alors, imaginez une IA qui propose une critique littéraire. Franchement, quel sera le but? Là, c'est vraiment l'obstacle, et pas un obstacle à la promotion littéraire, mais un obstacle au développement même de la littérature. Un obstacle à l'honnêteté que revêtent les mots. Donc, voilà un peu. Bien. Alors, Dominique, selon toi, est-ce que l'IA peut se constituer, bien peut être considérée comme une concurrente ou un obstacle de la promotion littéraire, à ton avis? Bon, comme je l'ai dit au départ, je crois que l'IA est là pour assister l'homme dans son travail. Et dans le cadre de la promotion littéraire, c'est tellement un avantage de l'avoir dans la création de contenu, dans dans la facilitation de la création de contenu. Et je crois que s'il est bien utilisé, il existe aujourd'hui plusieurs intelligences artificielles, comme Pauline a cité Canva, les intelligences artificielles qui peuvent générer des vidéos, qui peuvent poser des voix, qui peuvent rédiger des textes. Mais tout cela est piloté par un homme qui est derrière. Donc l'idée part d'abord de nous, de ce qu'on veut produire à la fin. Là, si on a une idée, et le danger, c'est si on laisse à l'intelligence artificielle la liberté de faire ce qu'il veut ou de proposer ce qu'il veut pour nous. C'est nous qui donnons les commandes, en quelque sorte. Oui. Alors, nous parlerons tout à l'heure de la promotion littéraire avec l'IA. Mais je voudrais qu'on voit s'il y a la concurrence ou bien s'il y a obstacle. Même si ça part de l'être humain, parce que ça, c'est important. Nous sommes déjà d'accord que c'est l'être humain qui fait usage de l'outil. Et ça, en faisant usage de cet outil, l'IA peut devenir une concurrente ou un obstacle à la promotion littéraire. Serge. Allô, Serge? Je crois que, me concernant, je crois que l'IA... Serge, est-ce que tu es avec nous? Oui, oui. Est-ce que vous me cernez? C'est bon? Ok. Donc, je disais que l'IA, en ce qui me concerne... Oui, Serge, tu as la parole. Si oui, tu as suivi la question. Oui, j'ai suivi la question. Peut être à la fois un concurrent, comme à la fois, je peux dire un atout. Je peux dire un concurrent dans quel sens? Dans la mesure, même étant enseignant du français, si on parvient à une société où l'intelligence artificielle remplace les enseignants et qu'on est dans des écoles où ce sont des robots qui enseignent, maintenant, bon, je me demande, le métier même d'enseignant va perdre sa valeur. Même quand nous prenons aussi au niveau du monde littéraire, dans le domaine de l'écriture, on voit qu'il y a certaines personnes qui s'adonnent à produire les textes qui sortent du produit fini de l'intelligence artificielle. Mais est-ce que cela ne peut pas être une cause pour pouvoir essayer de blâmer le travail des écrivains de façon perpétuelle, et même dans le domaine même de la promotion littéraire? Parce que lorsque un promoteur littéraire ou bien, je peux dire, un créateur de contenu littéraire, il fait la promotion de la littérature, lui-même, ça lui donne une certaine crédibilité, ça lui donne une certaine audience, ça lui donne des opportunités. Et s'il savait que tous ces travaux-là sont remplacés par l'intelligence artificielle, je crois que nos sociétés vont à la dérive. Et
comme je l'ai dit, c'est un couteau à double tranchant. De l'autre côté, on peut voir que l'intelligence artificielle aussi peut aider dans certains pays qui sont développés, peut aider, que ce soit à l'école, l'enseignant dans sa tâche, pour transmettre aisément le savoir, et même au niveau même de plus ou moins la promotion de la littérature. Comme Pauline l'a dit tout à l'heure, voilà, il y a certains outils que nous utilisons souvent pour permettre à ce que nous puissions mettre en avant le travail des écrivains. Donc, pour répondre à cette question, je peux dire que c'est un couteau à double tranchant, comme on le dit. Il a des avantages, mais aussi, nous créons, avec la montée en puissance de cette intelligence artificielle, c'est vrai, il a des avantages, mais souvent, quand on voit ce que, au fur et à mesure, chaque jour qui passe, on voit l'émergence de nouveaux outils d'intelligence artificielle qui vont au-delà même de l'expérience. Tu vois même certains IA qui créent des ouvrages, etc., etc. Mais cela, je peux dire, cela peut être non pas un outil pour pouvoir faciliter l'accès à la production littéraire, mais je peux penser que ce sont des outils qui non seulement enlèvent l'authenticité à l'art et je peux dire dénature, je peux dire le métier d'artiste qui est le métier d'écrivain. Voilà. Donc, en quelque sorte, je peux répondre à cette question, c'est un couteau à double tranchant. Voilà. Merci. Alors, je demande pardon parce que j'ai des problèmes de connexion. Je crois que vous me recevez maintenant là. Oui. Très bien. On vous reçoit. Voilà. Alors, il y a un problème de l'humain dans l'usage de l'IA. C'est ce que j'ai retenu de vos interventions. C'est un instrument, on peut s'en servir à bon escient et ça pourrait donc aider. On peut aussi mal s'en servir. Alors, moi, je voudrais qu'on reste dans le cadre de la promotion littéraire. Il est déjà clair qu'au niveau de la production littéraire, il y a un problème. Au niveau de la promotion. Alors, justement, avançons d'un pas. Lorsqu'on parle de promotion littéraire, de promouvoir la littérature, à quoi fait-on allusion? À quoi faut-il s'attendre? Je reste avec toi, Serge. Donc, au niveau de la promotion littéraire, je crois que bien avant même l'avancée de la technologie, il y avait des lieux classiques où on faisait la promotion de la littérature avant l'avènement même d'Internet et de l'intelligence artificielle. C'était les bibliothèques et puis les écoles. Mais au fur et à mesure que nous avançons, il y a de nouveaux outils qui émergent. Et ces nouveaux outils qui émergent, il y a Internet. Aujourd'hui, voilà, j'ai fait la connaissance de Pauline grâce à Internet et je vois qu'elle produit quelque chose qu'on doit mettre en avant. Elle produit de bons contenus et cela vulgarise la littérature dans son ensemble. Et par la suite, je peux dire qu'avec l'avancée de l'intelligence artificielle, je peux dire on peut faciliter plus ou moins la promotion de la littérature. Parce que moi, je suis ivoirien, certes, j'ai fait l'anglais au collège, mais mon niveau en anglais n'est pas aussi, je peux dire, reluisant. Mais grâce à certains outils d'intelligence artificielle, lorsque tu fais une intervention ou bien tu fais une vidéo, tu peux avoir la possibilité qu'on puisse te transcrire tes dits, soit en anglais, soit en espagnol. Je crois que on peut considérer cela comme une avancée. Et par la suite, je crois que ça va nous permettre de briser des barrières linguistiques. Parce que le véritable problème de la littérature, c'est aussi la barrière linguistique. On peut bien lire des écrivains qui viennent du Nigeria, mais si moi, Diomandé, je ne comprends pas l'anglais, je fais comment? C'est ça le problème. Si je veux lire des écrivains qui résident, par exemple,
au Brésil et que je ne comprends pas le portugais, qu'est-ce que je fais? Donc, l'intelligence artificielle va nous permettre de briser certaines barrières linguistiques. Et au niveau même du lecteur, au niveau des lecteurs, parce qu'il y a des outils aujourd'hui au niveau de l'intelligence artificielle où aujourd'hui tu mets un document ou bien un livre en version PDF, tu es couché et puis l'outil te lit l'ouvrage à ta place. Donc, ça peut aussi permettre à, non seulement tu es allongé, mais tu apprends en même temps. Donc, ça va permettre de pouvoir faire la promotion de la lecture, plus ou moins. Et je crois que au niveau de la commercialisation du livre, il y a plusieurs outils. Parce que un livre dont personne n'en parle, même s'il a beau être intéressant, bon, celui qui n'est pas informé de la sortie de tel ou tel livre ne pourra pas s'en procurer. Donc, je crois qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est vrai, si l'homme en fait bon usage, il pourra en bénéficier dans le monde même, dans le monde littéraire en général. Il pourra en bénéficier. Et je crois qu'avec l'intelligence artificielle, comme Pauline l'a dit, on peut arriver à l'émergence des nouveaux canaux de diffusion de tout ce qui est littérature. Merci Serge. Nous aurons l'occasion de revenir. Nous aurons l'occasion de revenir en longueur. Oui. Voilà, merci. Je disais qu'on aura l'occasion de revenir dessus en profondeur concernant les avantages de l'usage de l'IA dans la promotion. Alors, je poursuis avec toi, Pauline, la question. Lorsqu'on parle de promouvoir la littérature, à quoi fait-on allusion? À quoi doit-on s'attendre? À toi, Pauline. Bien, la question qu'il faut se poser, chaque personne qui se dit promoteur littéraire devrait se poser la question, qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi je promeux? Et moi, je réponds selon moi. Je me suis lancée dans l'affaire parce que j'estimais qu'il y avait beaucoup de livres qu'on ne connaissait pas, beaucoup d'acteurs du livre qu'on ne connaissait pas. Et je me suis lancée dans l'affaire. Au début, je promouvais uniquement les Camerounais et tout ça. Mais je me suis rendu compte qu'on ne peut pas rester entre nous. Là, au Cameroun, il faut sortir. Et c'est même la raison pour laquelle, avec Acolyte, c'est le volet Internet est très, très important. Parce que pour moi, comme Serge l'a dit, il faudrait qu'on sache ce que X fait au Cameroun, ce que X fait au Congo. Donc, pour moi, c'est ça, pour moi, la littérature. Apporter l'information aux gens. C'est pour ça que je ne parle même plus trop de promotion, je parle plutôt de communication littéraire. Parce qu'on communique, on apporte aux gens une information, on dit aux gens que voilà, il y a telle ou telle chose qui se fait à tel ou tel endroit, et on valorise en fait la chose. Parce que si on n'en parle pas, ça meurt. On a l'habitude de dire que les gens ne lisent pas. Mais est-ce que les gens savent même que les livres qui ne lisent pas là existent? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Je dis souvent aux auteurs avec lesquels je travaille que on ne commence pas la promotion ou la communication quand le livre a paru, non. On commence avant même d'écrire le livre. Et avant même d'écrire le livre, c'est quoi? Ce n'est pas le promoteur qui va tout faire pour vous. Chacun d'entre nous, nous devons être des promoteurs littéraires. Donc, quand vous voulez par exemple écrire un livre, merci Pauline. Alors, la même question. Okay. La promotion de la littérature, pour moi, renvoie à la visibilité des produits littéraires en général. Et la question, je trouve que la question tombe à point nommé parce que j'ai proposé une recherche sur l'action des salons littéraires et des agences littéraires sur la visibilité des produits littéraires au Cameroun. Donc, comment est-ce que les agences littéraires et les salons du livre parviennent à promouvoir, à faire rayonner la littérature au Cameroun.
Et je pense que la visibilité, c'est un aspect important. Et comme Pauline l'a dit, on ne peut plus parler de visibilité, de promouvoir, de promotion de la littérature sans parler de diffusion. Donc, l'action des acteurs littéraires, qu'on soit éditeur ou auteur, ça ne se limite plus seulement au simple fait de corriger une œuvre, de produire une œuvre. Il y a d'autres aspects de la diffusion qui entrent en compte. Donc, il y a l'aspect diffusion, il y a l'aspect promotion, distribution qui sont importants à considérer. Oui. Alors, permettez-moi d'insister, hein, parce que moi, je suis nouveau dans le domaine. Il y a diffusion, il y a... Mais quand vous dites promotion, je sais qu'on on fait la promotion d'un produit. Quand vous dites promotion, et Pauline a précisé communication littéraire, il s'agit de quoi concrètement? Ça dit, moi, je suis un auteur. Et vous me dites, on te propose de faire la promotion de ton œuvre. À quoi dois-je m'attendre concrètement? Vous allez faire quoi? Dominique? Ok, bon, par exemple, pour un auteur, en tant qu'auteur, quand vous travaillez avec un professionnel de la communication, avec une agence littéraire comme Acolyte, vous devez déjà être dans un esprit. Pour pouvoir écrire, vous devez déjà être dans un esprit d'écrivain. Et Ray a l'habitude de le dire, si tu n'es pas prêt à écrire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en compte dans le cadre de l'écriture, il faut que vous ayez déjà des dispositions d'une personne qui veut écrire, pas d'une personne qui veut juste produire quelque chose rapidement et l'envoyer n'importe comment. Donc, il faut déjà être dans un certain esprit. Préparer, donc il y a et dans la préparation, il y a également des dispositifs qui sont importants à prendre en compte. Quand une fois que vous avez écrit votre texte, il faut, en fait, la communication commence à ce moment-là. Par exemple, on est dans cet échange aujourd'hui et Serge, par exemple, dans sa présentation, il peut dire « Je suis auteur d'un recueil qui est en cours d'édition ». Ça, c'est par exemple une communication qui est déjà en train de se faire pour un produit qui va arriver bientôt, qui n'est pas encore là, qui n'est même pas encore fini d'être rédigé, mais qui va paraître bientôt. Ça, c'est déjà un aspect de la communication et de la promotion de son ouvrage. Après qu'il est fini, il y a un travail qui va continuer avec tous les acteurs de la chaîne du livre. Oui. Serge, qu'est-ce que tu peux ajouter dessus? Parce que pour moi, c'est important pour les auteurs qui sont nouveaux comme moi, qui écoutent, savoir par quelle étape passer. Concernant, puisque dans le domaine de l'écriture, en réalité, moi aussi, je suis nouveau, mais je crois que j'ai eu à suivre, je crois, un événement la dernière fois où Madame Pauline nous a donné quelques orientations concernant comment il faut communiquer. Bon, je crois que durant son intervention, elle nous a gratifié, honnêtement. Voilà, elle nous a dit de communiquer avant, pendant et après. Moi, je crois que lorsque l'écrivain écrit, moi, je ne savais pas que avant d'écrire, il faut communiquer. Lorsque tu es en train de faire le manuscrit, il faut communiquer là-dessus. Et c'est la dernière fois que j'ai eu à prendre ces informations. Sinon, j'ai plusieurs manuscrits sur la main, mais je ne sais pas que avant de pouvoir éditer l'ouvrage, il faut essayer de communiquer, dire ah, je suis en train de travailler sur un manuscrit dont un personnage principal sera une intelligence artificielle, etc., etc. Mais je crois que lorsque l'ouvrage sort, il a lieu de faire la promotion, que ce soit plus ou moins en passant par la dédicace. Et lors de l'intervention la dernière fois, elle nous a dit que il faut que les moins s'en suivent pour faire la promotion de l'ouvrage, voilà, des chaînes de télévision, voilà, des structures pour essayer de vulgariser l'ouvrage. Et même après la sortie de l'ouvrage, il faut continuer à toujours faire la promotion du livre. Donc, naturellement, je dis chapeau à Pauline. Lors de son intervention, j'ai beaucoup appris la dernière fois.
Je lui dis merci. Voilà. Ok, j'aimerais juste ajouter par rapport à ce que je disais et par rapport à ce que tu disais aussi, Serge, la promotion, par exemple, ça commence à partir de la participation aux événements littéraires qui sont organisés ou même aux événements culturels. Pour la présence d'un auteur ou d'un acteur culturel, d'un acteur littéraire à un événement peut lui servir de moyen, de tremplin pour communiquer sur l'événement, sur un événement qu'il prépare, sur une sortie qu'il prépare. Et cette communication inclut aussi, comme tu l'as dit, la mise en relation avec d'autres acteurs du domaine. Ça peut être les médias, ça peut être les élites, ça peut être plusieurs personnes qui sont dans le domaine culturel et qui peuvent jouer le rôle de facilitateur. Donc, avant même d'écrire, il y a déjà ces aspects-là qui sont importants à prendre en compte. Je suis désolé, j'étais un peu déconnecté. Pauline, tu peux poursuivre, s'il te plaît, sur le sujet. Puisque tu es dans la promotion, oui, cher collègue, à quoi doit-on s'attendre concrètement dans le domaine de la promotion? Bon, il faut déjà savoir que rien n'est figé. Tout dépend de qui on en face. Si on a un nouvel auteur, si on a un auteur, comme on dit, auteur anonyme, si on a un auteur confirmé, tout dépend, rien n'est figé en communication ou en promotion, comme on dit. Tout dépend de son image aussi. C'est la raison pour laquelle, dans l'atelier dont parlait Serge tout à l'heure, j'avais parlé de l'image. Comme vous avez un auteur qui n'a pas une image très propre, que ce soit sur les réseaux ou en présentiel, il faut faire une communication qui va d'abord arranger cette image-là avant de le lancer, on va dire comme ça, dans la scène littéraire. Donc, tout dépend. Donc, pour un auteur, comme Serge l'a dit, comme il a rappelé, il faut communiquer avant. Communiquer avant, c'est quoi? Je donne 2 exemples ici pour ne pas perdre beaucoup de temps. Communiquer avant, c'est quoi? C'est aller vers les gens. Tout à l'heure, Dominique a parlé des événements littéraires. Allez aux événements littéraires, présentez-vous. Les choses aussi simples que ça. Même en ligne, intégrez des groupes littéraires, par exemple, suivez des auteurs, lisez des livres, parlez des livres des autres. C'est comme ça que vous allez vous créer votre communauté littéraire. C'est une façon de communiquer. Pendant, c'est la même chose. Je pense que c'est hier, Padre, tu disais que tu avais publié que je pense que j'ai un rêve, un truc comme ça. Voilà une façon de communiquer. Oui. Quand vous faites ça de communication, là, les gens se mettent en tête que, en ce moment, vous écrivez déjà un livre. Et ça tient les gens, mine de rien, en alerte. Et c'est à ce moment-là que votre discipline va aussi compter. Parce que si après, le livre ne vient pas, le livre ne paraît pas comme on le pense, il y aura un souci aussi sur votre image. Et bien sûr, la communication après, qui inclut tous les canaux, bien sûr. Et c'est une façon pour moi de dire aussi aux gens que écrire est un projet. Lorsque vous commencez à écrire, ne pensez pas seulement à ce que vous allez donner à l'éditeur, pensez aussi à ce que vous allez donner à la communication. Il y a des gens qui ne savent pas comment communiquer, que ce soit avant, pendant ou après. Prévoyez donc un budget pour que quelqu'un vous accompagne, quelqu'un vous tienne la main jusqu'au jour où vous vous sentirez vous-même avoir déjà des ailes pour pouvoir le faire tout seul. Donc voilà pour l'instant, Padre. Bon, je crois que Padre est bloqué. Il y avait la question de Axel tout à l'heure qui demandait si les dédicaces, j'ai perdu la question, si les dédicaces sont, je ne sais pas si Ray peut nous mettre la question à nouveau sur l'écran. Ok, peut-on dire que les dédicaces sont reléguées au second plan à l'aide d'intelligence artificielle? Pour moi, je dirais non. Non, pourquoi? Parce que les dédicaces, c'est vrai que dans notre contexte, on a pris la dédicace comme le jour du marché, le jour où on vend le livre. Ce n'est pas le cas. Normalement, la dédicace, c'est la rencontre avec les lecteurs. Rencontre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lecteurs ont déjà acheté le livre en amont et maintenant, ils veulent échanger avec leur auteur. Dans d'autres lieux, en France, par exemple, ce sont les lecteurs généralement, bon, sauf ça a changé entre-temps, ce sont les lecteurs d'une librairie ou les acheteurs de livres d'une librairie qui convoquent l'auteur. Et là, l'auteur vient, il discute avec eux parce qu'ils ont déjà acheté le livre. Ce jour-là, le livre peut être vendu aussi.
mais ce n'est pas forcé, c'est juste un échange. Dédicace, c'est un échange entre les lecteurs et l'auteur. Les lecteurs, ça veut dire qu'ils ont déjà acheté le livre en amont. Moi, comme je l'ai dit au départ, je pense qu'il faut qu'on vive avec notre temps. Imaginons un seul instant que la COVID-19 revient. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser toutes nos activités et tout. Non, je pense qu'il faut penser futur. Il faut penser futur. En ce moment, chez Acolyte, on est en train de travailler sur le projet des dédicaces en ligne. Voilà quelque chose qui est bien possible. Il y a déjà tellement d'outils pour le faire. Donc, ça ne change absolument rien. Les gens auront bien sûr leur livre, les gens auront leur signature même, et les gens pourront discuter avec l'auteur. Donc, pour moi, je ne sais pas ce que vous pensez, Serge, Dominique, pour moi, ça ne relève pas les dédicaces au second plan, au contraire. Hein. Pour moi, ça a toujours sa place. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, en fait, c'est un avis que je partage. Je pense que si on a déjà les bibliothèques numériques, on a des ouvrages numériques, c'est possible d'avoir également des dédicaces en ligne. Il faut juste mettre en place des dispositifs. Il y a des applications qu'on peut créer, des plateformes en ligne qui peuvent être créées, qui existent même déjà et qu'on peut juste calibrer en fonction de l'activité qu'on veut y mener. En fait. Oui, Voilà, vous me recevez. Serge, si tu me reçois, tu prends la parole. En fait, concernant cette question, j'aimerais dire que malgré l'avancée de la technologie, je crois que la dédicace tient toujours sa place parce que c'est l'occasion qui est donnée à l'auteur. C'est non seulement ceux qui l'ont déjà lu, ceux qui vont le lire par la suite. Donc, je crois que je crois que ça sera un peu mal déplacé de pouvoir ôter la dédicace. Parce que la dédicace, c'est la vitrine même qui permet de, je peux dire, briser les barrières, plus ou moins, entre l'auteur et ses lecteurs. Parce que souvent, les auteurs, on ne les voit pas à chaque rond-point. Donc, c'est l'occasion pour le lecteur de croiser, je peux dire, son auteur, son écrivain, échanger avec lui, poser des questions sur l'ouvrage et essayer de comprendre un peu la perspective de l'auteur. Voilà. Donc, voici un peu ce que j'aimerais ajouter à cette question. Oui, encore une fois, désolé, j'étais un peu déconnecté. Vous avez parlé des dédicaces et moi, je vous interrogeais sur promouvoir son livre avant la publication. Il y a des auteurs qui pensent qu'il y a danger parce qu'on risque Décidément, Padre n'est pas très... Bon, Ok, on a je crois qu'il est en train qui de dit parler. et la sortie d'un livre. Oui, je crois que Padre est en train de parler de promotion. Oui. En fait, je voulais dire que en travaillant avec un professionnel de la communication, en étant associé ou bien simplement même en travaillant seul en tant qu'auteur, il y a ce qu'on appelle le marketing autour du livre. Et je ne trouve pas de danger à promouvoir un livre avant sa parution. C'est plutôt une façon de susciter les intérêts des personnes à s'intéresser davantage à ce qui va venir. Et le marketing, justement, autour de l'œuvre et de l'auteur inclut l'image d'abord de l'auteur, sa présence. Est-ce qu'il est présent sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il passe le temps, par exemple, à publier des contenus qui intéressent les gens qui s'inscrivent dans le domaine de la littérature? Est-ce qu'il assiste à des événements littéraires ou culturels? Ça, c'est déjà ce qui participe de l'image de l'auteur ou avant l'apparition de l'œuvre. Maintenant, le marketing autour de l'œuvre, est-ce qu'il en parle? Où est-ce qu'il en parle? Est-ce que les questions, par exemple, dont il traite dans son ouvrage, est-ce qu'il en parle souvent?
Donc, il ne faudrait pas aussi que l'auteur sorte de nulle part et qu'on voit juste quelqu'un qui est apparu comme ça. Oui, justement ce que Ariel disait tout à l'heure, que tout dépend de comment il se comporte. C'est pour ça qu'on parle de la communication avant, justement. Parce que quand vous êtes anonyme, c'est très fastidieux. Parce qu'il faut d'abord qu'on vous construise une image. Il faut d'abord qu'on vous impose sur la scène littéraire. Ce n'est pas toujours évident. Et puis, vous rencontrez des personnes qui ne veulent pas faire d'efforts. Parce que, mine de rien, comme je dis souvent aux gens avec qui je travaille, quand tu viens pour la communication, sache que tu vas bosser aussi pour ta communication. C'est comme ça. Tu ne peux pas rester là à être anonyme, toi, et laisser l'autre. Non, tu vas travailler pour ta communication aussi. Donc, nous, on t'accompagne parce qu'on ne sera pas éternel. Notre collaboration ne sera pas éternelle. Il faudrait qu'après notre collaboration, tu puisses te débrouiller tout seul. Donc, c'est pour ça que justement, la communication avant est très importante. Et après, effectivement, ça peut être, comment dire, juste un tremplin, c'est vrai, mais l'image, comme je l'ai souligné tout à l'heure, l'image doit rester. Parce que si votre livre paraît, et après, le jour de l'apparition, comme je vois parfois sur Internet, sur Facebook, le matin, on dit vient de paraître, mais quelques heures après, on publie quelque chose qui n'a rien à voir avec le livre, rien à voir, un truc vraiment tellement banal, tu te dis que, mais attends, mais lui, il va où? Donc, tout ça fonctionne. Quand on décide d'être auteur, on est un éducateur. Ça, c'est ce que je pense. On est un éducateur. Par conséquent, on doit soigner son image. On est un modèle. À notre époque, c'est vrai que je suis vieille. Quand je dis à notre époque, oui, je suis vieille. À notre époque, les auteurs, on ne les voyait même pas. C'était des mythes pour nous. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on voit Serge, on voit Padré, on voit Pabe Mongo. Moi, je lu Pabe Mongo en classe de 5e, je ne sais même plus en quelle année. Mais pour moi, c'était un mythe. Alors, c'est parce qu'on les rencontre aujourd'hui qu'ils doivent eux aussi se négliger. Non. L'auteur, l'écrivain est un éducateur. C'est une star, comme je dis souvent. Par conséquent, il doit soigner son image, qu'il soit en ligne, qu'il soit en présentiel, et ce, sur un long terme. Ça, c'est comme ça. C'est ce que je pense, en fait. En fait, je voulais juste compléter avec ce que Pauline était en train de dire et j'espère ne pas m'éloigner du sujet. Je crois que le problème se situe aussi au niveau de ce que les gens ne connaissent pas, ce que signifie la promotion littéraire ou la communication autour du livre. Et je pense que c'est la raison pour laquelle la première édition du Salon du promoteur littéraire en ligne avait été organisée. La thématique déjà portait sur communiquer pour exister. Et si un auteur, en fait, quand on décide d'être auteur, il faut déjà qu'on prenne des dispositions, comme on l'a dit depuis le début, pour connaître comment ça se passe dans le milieu littéraire. Vous ne pouvez pas être nouveau dans un milieu et faire comme bon vous semble. Il faut déjà que les gens, les auteurs, que les acteurs apprennent à voir ce qui se fait autour d'eux et comment ils peuvent se tenir par rapport à ça. Et aussi, Alors, si Padre me le permet. oui, vas-y, vas-y. Oui, Padre, Moi, je suis presque. oui, Padre, si tu me le oui, si tu me le permets, c'est justement pour compléter ce que Dominique a dit sur le fait de s'informer aussi. On ne va pas seulement accuser l'auteur, on va accuser l'éditeur aussi. Tout à l'heure, j'ai parlé des IA qui proposent des résumés. Mais ces IA proposent des résumés des livres qui sont référencés. Si le livre n'est pas référencé, l'IA n'aidera pas. Ça c'est pour rentrer un peu dans le thème qui nous réunit aujourd'hui. IA et promotion littéraire. Si le livre n'est pas référencé, l'IA ne pourra pas proposer quelque chose. On a des applications comme il y a Amazon, il y a des applications qui proposent des lectures, enfin, des livres aux lecteurs selon bien sûr leurs demandes. Mais si votre livre n'est pas référencé, c'est clair qu'il ne proposera absolument rien. Et dans ces cas-là, même s'il faut s'appuyer sur une IA pour faire la promotion littéraire, il y aura un souci. C'est pour ça que c'est la chaîne qui doit suivre. Le promoteur vient très loin. La chaîne doit suivre le processus justement pour que le promoteur, lui, se serve de ces outils IA-là pour faire la promotion après la parution. Alors, d'abord, j'ai cette difficulté. Je ne sais pas si vous voyez les questions qui sont posées ou bien les interventions. Moi, j'arrive pas à les avoir. Pauline, tu as les questions. Tu peux les avoir. Les interventions des internautes. Voilà. Alors, tout à l'heure, on va y revenir sur les interventions des internautes.
je voudrais que nous parlions à propos, maintenant concrètement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Chef, il y a la possibilité. Commençons par, nous sommes ici, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, parce qu'on n'est pas venu. Alors, en Côte d'Ivoire, concrètement, pour la promotion du livre, Ok. J'espère que... Ok. Donc, en Côte d'Ivoire, concernant la promotion du livre, je crois qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs événements littéraires. Et récemment, j'ai participé au Salon international du livre où mon dernier ouvrage est sorti. Il y a le Salon international du livre, il y a le MILA qui se déroule actuellement à Abidjan. Et il y a plusieurs événements littéraires qui sont souvent dans certaines localités. Donc, moi, pour ma petite expérience, je peux dire que bien avant de faire mon entrée dans le milieu littéraire en tant qu'écrivain, j'ai participé en 2022 au Salon international du livre. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de ma future maison d'édition. Et c'est là que nous avons échangé des contacts parce que j'avais déjà des manuscrits sur la main. Et j'ai eu à échanger des contacts. Et c'est là que la collaboration a commencé à porter des fruits quelques temps après. Et puis voilà, c'est cette année que l'ouvrage est sorti. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je peux dire qu'il y a plusieurs canaux pour faire la promotion je peux dire, de la littérature en Côte d'Ivoire. Il y a le Salon international du livre, il y a le MILA, il y a aussi la Grande Dictée, voilà, qui est un événement aussi qui est organisé où on fait par différentes régions et la finale se déroule à Abidjan, où, par exemple, celui qui est lauréat reçoit un prix. Donc, il y a plusieurs événements littéraires qui sont organisés sur place, voilà, en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai. D'accord, Serge. Et sur le plan, il faut revenir sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Sur le plan de l'IA, comment c'est abordé en Côte d'Ivoire? La promotion littéraire. La promotion de l'IA. Je crois que c'est un sujet même qui sera porté à l'atelier du MILA aujourd'hui. Voilà, ça c'est l'entretien aura lieu entre les deux. Donc je crois que la question de l'IA, c'est un sujet qui est sur tous les lèvres actuellement. Aujourd'hui, la question de l'IA, en tant qu'écrivain, les gens sont un peu tirés, et je crois que il y a certains qui prennent beaucoup de recul concernant cet outil qui est l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de recul, les gens prennent beaucoup de recul parce que pour certains, utiliser l'IA pour faire la promotion, pour essayer de l'associer à la littérature, pour d'autres, ils sont traditionnalistes, ils sont radicaux, ils sont figés, ils disent que utiliser l'IA, c'est tuer la littérature dans son essence. Donc, il y a plusieurs conceptions qui émergent. Il y a certains aussi qui pensent que l'IA est la bienvenue pour essayer de permettre à ce que la littérature dans son ensemble, ça puisse éclore. Voilà. Donc, ça dépend de la perception que chaque personne a concernant. Que ce soit, parce que l'appréhension que ceux des auteurs qui sont, je peux dire, qui sont connus, comme ce fut le cas de certains auteurs qui sont connus en Côte d'Ivoire, comme le Maketi, comme voilà, Ansata Ouattara, ce sont des écrivains qui portent le flambeau de la littérature ivoirienne actuellement. Mais Serge, oui, Serge, oui. Permets-moi d'insister. Alors,
Quittons le domaine de la production, parce que je crois là, il y a un problème. Les gens seront réticents quant au niveau de la production. Nous sommes dans la promotion. Et ma question est concrète, ça rejoint même celle d'un internaute. Qu'est-ce qu'on peut faire en Côte d'Ivoire avec l'IA pour promouvoir la littérature de façon concrète? Pas pour la production, mais pour promouvoir. Le livre, l'œuvre est déjà produite. En quoi est-ce que l'IA peut nous aider à faire connaître cette œuvre en Côte d'Ivoire? Moi, je crois que en Côte d'Ivoire, il y a, pour pouvoir faire connaître l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'ateliers. Parce que avant de faire la promotion de quelque chose, il faut que les gens puissent connaître d'abord c'est quoi. Parce que l'IA, même dans son ensemble, il y a certains qui ne maîtrisent pas cela. Donc, je crois que même dans le domaine littéraire, c'est pour cela la plupart même que ce soit des salons du livre, que ce soit des ateliers littéraires, on parle de l'intelligence artificielle de telle sorte que ce soit les lecteurs, que ce soit des personnes puissent comprendre c'est quoi. Ça, c'est un. Maintenant, au niveau de la promotion de la littérature, je vais vous prendre un exemple qui est simple. Concernant mon éditeur, j'ai l'édition. Avant l'annonce de son ouvrage, il utilise, je peux dire, une bande d'annonce qui est à l'image de l'intelligence artificielle où on parle des thématiques saillantes qu'on retrouve au niveau de l'ouvrage. Voilà, il y a plusieurs trucs, ils possèdent comme ça. Et il y a certains auteurs aussi qui, plus ou moins, ils font la promotion de la littérature par l'intelligence artificielle. Bon, en fonction de leur perspective, hein, je crois, en fonction de leur perspective. Mais concernant, je peux dire dans l'ensemble, l'intelligence artificielle est un outil que les gens découvrent. Est un outil que les gens découvrent. Pour la promotion littéraire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un outil que je peux dire que c'est vrai, certains l'utilisent pour vulgariser, pour faire des bandes d'annonces des ouvrages, etc., etc. Mais aujourd'hui, c'est un outil que les gens, franchement dit, voilà, les gens souvent sont un peu inquiets vis-à-vis à certains trucs. Hein. C'est cela. Voilà. Ok. Donc, les gens sont réticents. On peut en utiliser voilà. Pour faire des bandes annonces. D'accord. Pauline. Voilà. Pauline, tu es dans une agence littéraire. Comment est-ce qu'aujourd'hui l'IA peut nous aider à faire la promotion d'une œuvre littéraire? La question aussi, c'est d'une internaute. Oui, justement, c'est la question de Loïs Larène qui dit, selon vous, est-ce que l'IA pourrait être utilisée pour promouvoir une œuvre? Si oui, comment, dans quel contexte, de quelle façon avez-vous déjà expérimenté la chose? Bien sûr que l'IA, mais il faudrait qu'on soulève un point. J'ai l'impression que quand on parle de l'IA, on s'imagine un monstre qui marche dans la ville, là, et tout ça, là, ou un robot qui non. L'IA, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez bien? Okay. Oui, on vous entend. Très bien. Ok. Donc, l'IA existe depuis. Google, c'est une IA. C'est juste que les choses ont été un peu plus performées, on va dire comme ça. Les process ont évolué. Et puis la médiatisation aussi a évolué sur le sujet. Ça existe depuis. Il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas utiliser un ordinateur, qui sont par contre des universitaires, qui ne savent pas utiliser un ordinateur. Voilà déjà un gros problème. Alors, si vous ne savez pas utiliser un ordinateur, si vous ne savez pas vous promener, on va dire comme ça, sur les réseaux sociaux même seulement, ça veut dire qu'il faut d'abord rentrer, il faut d'abord aller en arrière, apprendre à utiliser les outils basiques informatiques, apprendre à utiliser les réseaux basiques d'Internet avant même de penser IA à la dimension où on la porte. Promouvoir un livre, c'est très simple. Et d'ailleurs, Loïs Larène, c'est les gens avec qui j'ai travaillé, elle le sait, c'est très simple. Vous avez votre livre qui apparaît, que vous soyez anonyme ou pas. Faites des publications, évitez les fautes déjà dans les publications. J'ai vu quelque part hier dans mes recherches qu'il y a des IA qui proposent des posts, comme je l'ai dit, des posts pour réseaux sociaux.
Mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête. Écrivons nous-mêmes des posts qui mettront bien sûr nos émotions, comme on dit depuis mercredi, dans ces posts-là. Évitons les fautes dans les posts. Ayons une ligne éditoriale claire. Vous ne pouvez pas parler le matin de votre livre et à 15 heures du manioc que vous avez déterré au champ. Ce n'est pas possible. Chacun d'entre nous a une vie qu'il voudrait bien proposer. Hein. Une virée au snack bar, une virée à la plage et tout ça là. Mais il faudrait avoir une ligne éditoriale claire. Si vous parlez de livres, parlez de livres. Ça empêche bien sûr ça n'empêche pas de s'amuser de temps en temps, mais un amusement qui aura toujours trait à votre ligne éditoriale. Pensez au hashtag. Il faut définir vos hashtags. Par le hashtag, on peut vous retrouver facilement. Si vous mettez par exemple hashtag acolyte, il suffit que quelqu'un tape hashtag acolyte pour voir tout ce que acolyte a publié sur les réseaux avec ce hashtag-là. C'est comme ça aussi, c'est ça aussi la promotion. Si votre livre c'est Yanni, mettez hashtag Yanni. Vous savez qu'on va taper Yanni, tout ce qui a été fait avec ce hashtag Yanni-là va apparaître. Par exemple, votre image, que ce soit l'image de l'éditeur, que ce soit l'image de l'auteur, parce que Loïs Larraine, elle est éditrice. Votre image à vous, votre image de l'auteur doit être respectée. C'est aussi ça la promotion. Vous devez définir un nombre de jours pour publier vos informations. L'IA, ça ne vient pas de Mars ou de Vénus, non. L'IA, on l'utilise depuis. Mais pour comprendre l'IA d'aujourd'hui, il faut comprendre l'IA d'hier. Donc, il faut faire un effort déjà de comprendre comment ça fonctionnait hier. Référencer les livres, bien sûr, en tant qu'éditrice. Est-ce que les livres qui paraissent chez Sila Africa, qui est votre maison d'édition, est-ce que ces livres sont référencés? Ça veut dire que si je pars sur Internet, je tape l'ISBN du livre, d'un livre paru chez Tila Africa, est-ce que je vais le retrouver sur les plateformes? Est-ce que si je vais sur Amazon, je dis à Amazon, par exemple, que je veux des lectures autour du polar africain, on va dire comme ça, est-ce que Amazon va me proposer un livre paru chez vous? Voilà autant de choses. Maintenant, tout à l'heure, on a parlé des festivals littéraires. C'est vrai que là, on va dire que c'est le B2B, c'est du physique. Ce n'est pas de l'IA, mais c'est aussi ça. Quand vous êtes dans un festival littéraire, qu'est-ce que vous faites après le festival littéraire? Est-ce que vous créez des contenus justement à base de cette IA-là pour dire que vous étiez à tel ou tel endroit? Quand quelqu'un donne un avis, par exemple, sur un livre que vous avez produit, ou votre livre, vous-même, parce que vous êtes auteur aussi, Loïs Larraine, est-ce que vous vous servez de ces commentaires-là, de ces avis, pour créer des contenus vidéo, audio ou juste images, pour dire justement que voilà tel ou tel avis? C'est aussi ça la promotion. La promotion, c'est quoi? C'est rester en alerte. Voilà. Vous devez rester en alerte. Voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là, Padre. Et j'ai envie d'ajouter un point, Padre. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les influenceurs. Ça peut paraître bête, mais c'est important. Les influenceurs ont de grosses communautés. Ça ne coûte absolument rien. Il y a influenceurs et influenceurs, bien sûr, de choisir un influenceur qui a une bonne image, de lui proposer justement de parler de votre livre. C'est clair qu'il vous demandera un pécule, mais comme je l'ai dit à l'entame, écrit est un projet, donc il faut prévoir tout ça. Tout ça, c'est ça aussi qu'on appelle l'IA. Mais ça n'empêche bien sûr pas que le volet humain soit toujours recherché. Quand vous allez dans la communauté BookTok, dans la communauté livre de TikTok ou la communauté Bookstagram, qui est de celle d'Instagram, ils vous diront toujours la même chose, à savoir c'est bien, c'est visuel, c'est vidéo et tout ça là. Mais le contact humain est très important aussi. C'est pour ça que depuis le début, que ce soit Dominique Serge ou voilà, on parle du fait de créer sa communauté, d'aller vers les gens. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Bon, je pense que Padre est parti. Dominique? Bon, je crois qu'il y a Padre qui est reparti. On va peut-être prendre l'intervention de Merveille. On va peut-être prendre l'intervention de Merveille par rapport aux axes pratiques pour promouvoir la littérature à l'aide des intelligences artificielles. Merveille. Merveille, tu es avec nous?
Bon, peut-être le temps qu'elle arrive, j'aimerais juste ajouter un point. À la route des chefferies, par exemple, où je travaille, on a l'habitude on a un projet d'organiser des expositions virtuelles. Donc, de proposer aux personnes, qu'ils soient présents ou pas, des circuits virtuels d'immersion dans des expositions. Et justement, le projet qui est en cours, c'est le projet Indépendance du Cameroun, libérons la mémoire. Donc, à travers un lien, par exemple, vous cliquez sur un lien et vous entrez dans une exposition. Quand vous suivez, vous avez l'impression de marcher dans un couloir et vous avez, par exemple, une voix qui vous explique les décors qui sont dans l'exposition. Je crois que c'est quelque chose qui peut également se faire par rapport à l'idée de la dédicace dont on parlait ou même des expositions des livres d'un auteur qui peut se faire de façon virtuelle. Ça, c'est par exemple un aspect de la promotion qui peut Allô, aussi... Pauline? Tu m'entends? Oui, Padri, on vous entend. Donc, on peut peut-être prendre l'avis de Serge ou de Merveille si elle est là. Merveille? Je pense que Merveille a un réel souci. Hein. Bon, Serge, on va aller avec toi. Ok. Merveille, tu peux participer en commentaire aussi si tu as du mal à te connecter en vidéo. Moi, je vais prendre mon expérience d'essai. Vous savez, la plupart du temps, bien avant d'être écrivain, j'ai commencé par la création des contenus littéraires. Et la plupart du temps, quand tu regardes, je fais chaque jour la promotion des auteurs. Je sélectionne, je peux prendre par exemple, je prends des écrivains du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Burkina et autres. Et chaque semaine, je sélectionne des auteurs dont je dois faire la promotion des ouvrages. Parce que moi, je lis beaucoup. Et je prends la journée du samedi et je rends un hommage à un auteur. Soit ça peut être une grande figure qui a marqué la scène littéraire africaine ou bien la scène littéraire française. Donc, c'est un peu cela. Et je crois que pour la création de contenu, d'abord, j'ai d'abord mon concept est là. Mon concept, celui de faire la promotion d'un auteur X ou Y, mais par le canal d'une capsule vidéo. La plupart du temps, si je lis l'ouvrage, j'essaie de faire ressortir les thèmes pertinents de l'ouvrage. Et j'incite par ce canal-là à ma communauté parce que c'est vrai, le club littéraire, j'ai commencé l'activité en 2022. Mais en 2024, j'ai eu à arrêter compte tenu de ma santé qui était un peu... donc j'ai arrêté. Et ça fait que certains abonnés qui chaque fois qui me suivaient, qui ont eu à arrêter cela. Donc c'est cette année que j'ai repris l'activité. Donc on a le concept, on identifie l'auteur et on décide de faire la promotion de l'auteur. Et pour ma petite expérience, quand je commençais le club littéraire, l'un des premiers auteurs à m'approcher, c'est un prêtre au niveau du diocèse de la ville où je réside, le diocèse de Gagnoa. Le père s'appelle Jules Fébeau. Donc, il m'a donné un moment. Pour ceux qui sont abonnés sur ma page, j'ai fait des publications sur l'ouvrage. Voilà, donc, c'est comme ça. Donc, au début même, il y avait des auteurs qui m'envoyaient des mails et ils me donnaient souvent des résumés et je m'en servissais pour essayer de faire la promotion. Bon, c'est ça, c'est une passion. Donc, voilà, c'est comme ça. J'essaie de mon côté. Merci Serge. Alors, il nous reste peu de temps. Je voudrais...
Je voudrais que nous parlions des défis affrontés, c'est-à-dire des défis dans la promotion. J'ai été très absent, donc je ne sais pas s'il y a eu des propositions concrètes, mais bon. Maintenant, les défis dans la promotion, qu'est-ce que les différents obstacles que nous rencontrons dans nos cadres concrets dans la promotion du livre, comment les résoudre, comment les relever, ces défis-là. Dominique est parti. Alors, Mapouli, je te passe la parole. Les différents obstacles que nous rencontrons, que tu rencontres, ou bien qu'on rencontre au Cameroun, dans la promotion de la littérature, mais justement avec des solutions concrètes, ou bien des pistes de solutions. Bon, avec ta permission, je ne vais pas me focaliser au Cameroun, parce que comme tous ceux qui me connaissent ou qui suivent mes travaux le savent, je ne me focalise jamais voilà, sur un lieu précis. Voilà, parce que comme je l'ai dit à l'entame, mon but est que ce qui se passe en Côte d'Ivoire soit vraiment connu au Cameroun, etc. Donc, quels sont les défis? Il y a les défis basiques. Hein. C'est quoi? C'est la volonté. Quand je parle de volonté, ce n'est pas seulement volonté sur le plan de l'auteur, volonté sur le plan de... C'est la volonté de nous permettre de travailler dans ce sens, en nous fournissant, par exemple, un Internet adéquat, un truc aussi basique que ça, adéquat, parce qu'il y a des contenus qu'on veut bien faire, mais qu'on n'arrive pas à faire parce que Internet est fâché. Donc, aussi basique que ça. Voilà un défi, Internet. Et il y a la volonté de faire les choses. J'ai envie de dire que la promotion littéraire, on l'a un peu imposée dans la chaîne du livre. Au Cameroun, par exemple, en 2020, ce n'était pas trop ça. En 2020, nous n'étions même pas 3 ou 4 qui le faisions vraiment. Ça, je le dis à mon vision. Il y avait Aristide Ayolo, il y avait moi, il y avait Edi Aïssi, il y avait 2 ou 3 personnes, autres personnes. On n'était pas nombreux à le faire. Donc, j'ai envie de dire qu'on a vraiment imposé la promotion littéraire, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Ça veut dire que ce qu'on fait montre aux gens que c'est bien. Donc, la solution, c'est quoi? C'est avoir déjà la volonté, c'est-à-dire ceux qui le peuvent, qui nous fournissent une connexion vraiment de haut débit. Maintenant, ceux qui l'ont même, qu'ils essaient de travailler, qu'on quitte un peu de cette phrase, les choses du blanc. Vraiment, c'est dépasser ça. Ce ne sont pas les choses des blancs. Ça concerne tout le monde. Parce que pour l'instant, on parle comme on parle là. Mais d'ici 10 ans, on ne parlera plus de la même chose. L'IA va nous envahir. Et si on reste dans des pratiques routinières, c'est-à-dire on ne fait aucun effort et tout, c'est clair qu'on sera envahi et il y aura beaucoup de postes, beaucoup de métiers qui seront soit supprimés, soit très évolués et ceux qui ne voudront pas avancer seront dans un cocon vraiment très figé. Sauf que le truc avec l'IA, c'est quoi? Ça, je l'ai appris récemment. En ce moment, je suis en formation. Je suis une formation avec le professeur Atsa, qui est l'un des meilleurs en termes d'informatique en Afrique. J'ai appris récemment que lorsqu'on crée des contenus à base d'IA, mine de rien, la visibilité est réduite quand on la met sur les réseaux. C'est la raison pour laquelle vous verrez sur les différentes applications, la précision demande de préciser. Vous allez voir sur Facebook, notice IA. C'est parce que justement, ce n'est pas votre travail à vous et donc vous ne pouvez pas récolter tous les lauriers seuls. Ça, c'est l'une des conséquences en fait de la création des contenus avec l'IA, surtout les IA poussés. Parce que Canva, c'est accessible. Mais pour les IA poussés, vous ne pouvez pas obtenir tous les lauriers seuls. Donc, vous aurez, comment dire ça, vous verrez le risque de voir votre visibilité réduite. Et il y a ce qu'on appelle les fausses critiques. Il y a des gens qui font des critiques à base d'IA. Vous lancez un livre sur le net et puis des gens vont vous pomper des critiques qui ne sont pas humaines en fait. Et donc à ce moment-là, il faut savoir faire le tri. C'est pour ça que j'ai dit que la promotion concerne tout le monde. Ça ne concerne pas seulement celui qui a bien voulu participer comme promoteur, ça ne concerne pas seulement l'auteur, ça concerne toute la chaîne, ça concerne le lecteur surtout. Parce que le lecteur qui vient sur Internet, qui voit un avis
défavorable, qui n'a même pas été écrit par un être humain et qui se focalise dessus, ça va de soi que ça ternit aussi la réputation du livre. Autre défi, vraiment, on va toujours être sur la volonté. Que les auteurs sachent, comme tout à l'heure, Ariel l'a dit, que le livre est un produit marketing. C'est clair. C'est un produit marketing. Alors, arrêtons un peu de se dire, OK, j'écris, OK, je paye l'éditeur, mais le promoteur, il doit m'aider. Ce n'est même pas est-ce qu'il peut m'aider, c'est il doit m'aider. Et quand vous lui dites que, gars, moi-même j'ai mes problèmes, je peux t'aider d'une certaine façon, mais d'une autre, il faut bien que tu dépenses quelque chose, ça devient un problème. Le livre est un produit marketing. Et quand on va assimiler cela, on va s'arrimer à tout. On va penser communication, on va penser communication dans son temps, on va penser communication effective. Je n'ai rien contre la presse, la télé et autres, mais comme je dis souvent à mes auteurs, même quand vous passez à la télé, créez quelque chose qui va susciter qu'on voit ce que vous avez fait à la télé. Demandez à la télé de vous donner l'élément, par exemple, qui vous permettra d'utiliser. Donc, l'IA, même Facebook, c'est une IA. C'est juste que, voilà, on est dans un boom de choses, voilà, qui peut-être nous dépasse un peu. Mais si vous restez, vous dites, OK, ce sont les choses des Blancs, on n'avancera jamais. Il faut vraiment que chacun prenne conscience, que chacun ait la volonté, que le livre soit réellement promu, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Merci. Serge? Les défis à relever, les défis rencontrés, les autres, comment les résoudre? Et au niveau de la littérature, comme nous le voyons dans ceux qui font la littérature, il n'y a pas assez sur les réseaux qui font la promotion littéraire. Ça, il faut. Et j'aimerais dire un chapeau, un chapeau à tous ceux qui s'aventurent dans ce domaine. Parce que quand tu commences sur les réseaux, il y a vraiment un déficit. Et comme on le dit, il faut avoir une ligne éditoriale. Dans la promotion, chaque individu doit avoir une éditoriale. Et en ayant sa ligne éditoriale, chaque individu doit chercher à se former. Parce que les outils-là sont des outils informatiques que nous utilisons. Que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, ce sont des outils qui sont attachés à Internet. Il faut qu'on puisse se former dans ce domaine. Et en troisième position, on peut dire simplement que il y a eu une vision que je crois que Pauline a eu à mentionner et j'attends de voir ce que ça va donner. Pourquoi ne pas faire des dédicaces en ligne? Ça aussi, ça sera la grande innovation. Et cette innovation-là pourra permettre à la littérature de se booster. Et en fin de compte, j'aimerais dire à certains auteurs de ne pas avoir, je peux dire, une méfiance d'approcher des personnes qui font la promotion de la littérature. Parce que lorsque vous approchez des personnes, vous apprenez d'eux, et aussi ils apprennent de vous. Donc, le monde, nous sommes dans un village planétaire où c'est on échange le donner et le recevoir. Donc, pour tous ceux qui font la promotion littéraire, que vous soyez des auteurs, vous soyez des écrivains et autres, même des renommés ou pas, il faut les approcher parce que si ton livre sort, que le livre n'est pas connu quelque part, il peut être bon, d'ailleurs, mais il va passer inaperçu. Donc, je crois que ce travail de la promotion de la littérature, c'est un travail qui est à valoriser. Il faut valoriser ce travail. Et
plus ou moins, il faut aussi former les personnes. Il faut former les personnes qui sont dans ce domaine. Parce que quand on fait des travaux, que ce soit dans le milieu artistique, dans le milieu de la musique, dans le milieu littéraire, on a besoin de l'apport. Un apport pour permettre à ce que cette promotion-là soit à la hauteur. Donc, il faut avoir une ligne de conduite. Il faut non seulement... Oui. Merci. Alors, parce que le temps devient court, alors je voudrais souligner un aspect. C'est vrai qu'on a toujours parlé de l'IA. On a dit que l'IA doit être en collaboration, j'allais dire, avec l'IH, dans l'intelligence humaine, l'interconnexion. C'est l'être humain qui utilise l'intelligence humaine. Dans la promotion, en quelques minutes, nous restons seulement deux. Quelle est la part concrète de l'être humain? C'est-à-dire, est-ce que les auteurs, est-ce qu'il n'est pas possible que les auteurs, entre eux, se mettent d'accord pour la promotion de leurs œuvres? Si dans un pays, nous avons 50 écrivains, comment est-ce que c'est possible que les 50 écrivains puissent se rencontrer, même si c'est à travers l'IA, à travers Facebook, à travers les réseaux sociaux, pour se connaître, de faire connaître leurs œuvres? Est-ce que cela est possible? Est-ce qu'ils peuvent le faire, ou bien on peut passer, ou doit passer par une agence littéraire? C'est-à-dire, je voudrais la contribution de l'être humain lui-même. Parce qu'on accuse seulement l'IA comme si l'IA est venue. Non. Nous avons dit que l'IA vient nous assister. Maintenant, est-ce que les auteurs entre eux ne peuvent pas constituer une IH comme banque de données pour se connaître et se faire connaître entre eux? Pauline, qu'en penses-tu? Padre, c'est l'un de mes souhaits depuis que je touche au livre. C'est l'un de mes souhaits, c'est la raison pour laquelle vous verrez le hashtag communauté littéraire. C'est justement ça. Tout à l'heure, je n'étais pas là, j'ai parlé de volonté. Il y a tellement d'auteurs qui ne se connaissent pas et qui ne veulent même pas faire un effort. L'IA l'IA c'est l'être humain, tout à l'heure on l'a déjà dit, c'est l'être humain qui gère l'IA. L'IA ne vous forcera pas à vous rencontrer, non. Il y a des salons du livre dans les différentes villes, mais allez-y, allez-y, créez l'IA, créez cette volonté-là. Et puis, personnellement, je ne suis pas pour une foule fragile, non. Je suis pour une foule aguerrie, une foule solide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais un événement, quand j'organise un événement, même s'il y a juste 2 personnes, ces 2 personnes-là, je les chéris. Ce sont ces 2 personnes qui seront mes ambassadeurs plus tard. Ça veut dire quoi? Toi, par exemple, tu es auteur aussi. Si tu vois qu'il y a tel ou tel dans la ville où tu es, qui est ouvert à ce type de choses, commence avec ces 2-là. Commence comme ça. Mais il ne faut pas attendre forcément le nom. Les gens qui me suivent voient bien, je n'ai pas de pression. Même sur les réseaux sociaux, quand je publie quelque chose, je ne vais pas booster pour faire plaisir aux gens. Ça, je le dis clairement. Quand je poste quelque chose, si j'ai 2 likes, ce sont les 2 likes que je les chéris vraiment. Parce que je suis aussi rassurée sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui voient des choses, mais qui ne commenteront jamais, qui ne likeront jamais. Donc, il faut attendre que tout le monde, une cinquantaine de personnes, veulent créer cette IH-là. Non, pas de, tu peux le faire. Maintenant, on ne va pas attendre l'IA, c'est quand même aussi gros. Ce serait quand même gros d'aller peut-être par exemple sur DeepSeek et taper comment faire pour que les auteurs se rencontrent. Non, franchement, moi je ne sais pas qui peut le faire, mais ce serait quand même assez gros de le faire. Parce que là, ce serait quand même assez gros de le faire. Parce qu'il s'agit de volonté. On ne va pas reprogrammer les cerveaux des gens. Il faut que les gens sachent exactement pourquoi ils sont là. Il faut que les gens sachent quelle est l'importance d'être en groupe. En ce moment, en France, il y a la MACAD qui a été créée, l'amicale des auteurs camerounais de la diaspora. L'avantage de la MACAD, c'est quoi? C'est que quand il y a un salon du livre, par exemple, au lieu qu'une seule personne paye 100 €, je pense un montant comme ça, la MACAD payera 100 € pour tous ses auteurs. Vous voyez un peu la différence. Il y a l'entre minimum qui a été créé
Il y a l'encre des mêmes qui a été créée ici, voilà, avec la communauté Bambou. Au lieu qu'une seule personne paye un stand, c'est le collectif qui paye le stand et c'est tout bénéfice pour tout le monde. Donc, si les gens ne peuvent pas comprendre que la communauté est une bonne chose, franchement, l'IA, c'est pas l'IA qui viendra changer les mentalités. Ça, non, pas du tout. Voilà. Alors moi, je crois que ça peut être considéré comme le mot de la fin. On cherche beaucoup à tirer sur l'IA, qui est un instrument produit par l'intelligence humaine. Maintenant, c'est à l'être humain à savoir faire usage de cet instrument qu'il a créé lui-même. Il faut donc la volonté, c'est-à-dire l'engagement, et savoir se mettre ensemble, savoir s'écouter, chercher à se rencontrer et se servir de tous ces instruments que nous avons produits nous-mêmes pour faire la promotion de ce que nous produisons et de ce que nous voulons faire connaître aux autres. Et dans cette chaîne de promotion, tout le monde a son rôle à jouer, à commencer par les auteurs jusqu'au lecteur lui-même et les auteurs entre eux. Alors merci Serge depuis la Côte d'Ivoire, merci Merveille qui a écrit. Je suis désolé pour la connexion. Merci Pauline, merci Dominique. Je me suis préparé, mais bon, la machine finit toujours par nous trahir. Merci d'avoir été à notre compagnie. Pardon à vous les internautes, mais je sais que vous avez beaucoup participé, même si je n'ai pas pu lire vos interventions. Et à bientôt. C'est-à-dire cet après-midi, je crois, à 17h. On va répondre en commentaire pour les questions qu'on a proposées, on n'a pas pu voilà. répondre. Donc, rassurez-vous, on répondra en commentaire. Rendez-vous ce soir, cet après-midi, à 17h, je crois. Voilà. Oui, merci, au revoir à tous. Avec le thème des bons créatifs. Voilà. Merci. Merci. Au revoir, Serge.